Quand je suis arrivé à la gare, tu vois, il y avait un chauffeur, genre France Télé, ils envoient un chauffeur pour t'amener aux locaux. Et c'est les mêmes locaux, donc c'est les studios Lagardère. C'est les mêmes locaux dans lesquels il y a Quotidien et Quelle Époque. Donc moi je suis arrivé, il y a quelqu'un qui est venu me chercher et tout. Le couloir il était un peu long, après il y a les loges. Tu te fais maquiller, tu te fais coiffer. Moi c'est même pas moi qui ai fait mon chignon, c'est un mec qui m'a fait mon chignon, je lui ai dit un peu plus haut le chignon et tout. Il y avait un petit bol avec des sneakers, des machins pour si jamais t'as faim. On m'a servi un petit café. La première qui est arrivée c'est la députée Renaissance, elle était un peu saoulée, elle a fait oui, oh quand même faut venir 1 heure avant, ils font chier et tout. Elle a commencé à se plaindre, j'ai vu que l'équipe elle était pas contente trop que la députée se plaigne. Ouais ça c'est la police. Bon alors c'est ce soir là, tout le monde a regardé C'est ce soir, c'est bon hein, vous avez vu que j'avais fait le buzz dans C'est ce soir avec Karim Rissouli? C'est la première fois que t'en parles, Jules, dis-nous en plus. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau. Bon déjà au début il y a le générique, il est trop bien le générique, et puis Karim Rissouli fait son lancement, comme un chef, faut voir ça en vrai, c'est impressionnant. Ouais, mais pourquoi tout le monde regarde Karim Rissouli et toi tu regardes vers la caméra? Non je regarde le prompteur. Mais c'est pas à toi de regarder le prompteur. Non mais c'était pour voir s'il se trompait pas Karim, bah figure-toi qu'il a tout bien lu, au mot près, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Bon tout ça c'est très bien, mais est-ce qu'on peut en venir au sujet de l'émission? Ça parlait de quoi C'est ce soir? Attends, j'ai pas fini, est-ce que je t'ai dit qu'il y avait un vieux? Non mais il y a toujours un vieux dans tes histoires. Bon le sujet c'était les extrêmes, est-ce qu'ils se rejoignent? Moi j'ai dit que non. Qu'est-ce qui nourrit les extrêmes? Bon bah moi j'ai dit que ce qui contribue à la montée de l'extrême droite, par exemple, c'était les discours racistes et la politique de Macron. Alors oui, j'ai pas pu dire grand-chose parce que je me faisais un peu couper tout le temps, mais ça je lui ai dit à la députée Renaissance, Je me suis pas déballonné, Ah mais c'est vrai, c'était vraiment une charge implacable au vitriol contre le gouvernement. Tu es réellement l'ange rouge de la guillotière qui fait trembler la Macronie. Ouais, alors je sais pas si j'ai fait trembler grand-chose. Peut-être Jean-François Kahn, mais je crois qu'il tremblait avant déjà un peu. Là, si vous tendez l'oreille, vous allez entendre Jean-François Kahn qui se marre, je le faisais marrer, alors que bon, moi je disais des trucs super sérieux, je parlais de Marine Le Pen et de comment elle profitait de la casse des services publics et de la casse des retraites. Et là, par exemple, son nouveau truc, vu qu'elle veut absolument se servir aussi de cette séquence, ça va être de dire, moi je la supprimerai la réforme des retraites. C'est-à-dire toutes les brutalisations du centrisme bourgeois néolibéral, elle vient dire, moi je vais panser les blessures en virant les étrangers, etc. Son discours est un peu mécanique, mais je reconnais qu'il a raison sur le service public, la casse des républiques, c'est-à-dire... Bon voilà, et puis après, vu que j'avais plus la parole, j'en étais réduit à faire des têtes marrantes. Oui, il y a une responsabilité de Hollande et de la social-démocratie qui a déçu, qui a donné l'impression de trahison. Oui, il y a la casse des services publics. Oui, il y a l'extrême gauche qui d'une certaine normalise totalement l'extrême droite par ses agissements. Il y a tout ça. Et puis après, pour dire que les extrêmes se rejoignent, il est parti sur le PCF, les années 30, il a fini sur Doriot. Ah mais c'était ton ancien binôme, non? L'émission Merci Doriot, là. Oui, c'est ça. Non, c'est un autre, mais d'accord, ouais. Bon, on va pas parler de C'est ce soir pendant toute l'émission, je vous rassure, on a un vrai sujet qui rejoint et complète un peu la question posée dans C'est ce soir, l'émission dans laquelle j'étais avec Karim Rissouli. Très sympa, Karim Rissouli d'ailleurs, le contact est bien passé, il m'a dit t'as été génial, j'ai jamais vu ça, évidemment qu'on va te réinviter, enfin... Il me l'a pas dit tel quel quoi, mais je l'ai senti, tu vois, c'est des trucs qui se sentent ça. Et là tu sens pas qu'il faut qu'on avance un peu? En plus c'est un sujet sérieux, donc faut peut-être se poser. Oui, sujet sérieux, musique grave, le chocolat, les marrons. On va commencer par un fait divers survenu lundi dernier et dont on a beaucoup parlé dans la presse, l'agression de Jean-Baptiste Trogneux, chocolatier à Amiens, mais surtout neveu de Brigitte Macron. L'agression aurait eu lieu en marge d'une manifestation organisée suite à l'interview télévisée d'Emmanuel Macron. 2 jours après les faits, les habitants d'Amiens dénoncent cette violence. La haine, et pourquoi il n'y a aucune raison d'attaquer la chocolaterie de M. Trogneux. Les gens vont trop loin. Ah bah là oui, non seulement ça va loin, mais en plus c'est complètement con de s'en prendre à un chocolatier qui, en tant que chocolatier, a quand même assez peu de prérogatives en matière de politique publique. Ah bah là on condamne, Ah bah là on condamne vraiment par contre. C'est vraiment con comme move. Et de toute façon, tout le monde a condamné. Macron, la droite, l'extrême droite, la gauche et même François Ruffin qui a dit « Ces faits sont graves et inadmissibles. On ne défend pas la démocratie en s'attaquant à un chocolatier. » À l'heure où on enregistre cette émission, il n'y a pas encore eu de jugement, il y a plusieurs versions qui s'affrontent, bref, c'est pas encore très clair. Ouais, mais mardi dernier, moi j'étais assez ce soir, et apparemment c'était déjà très clair pour Jean-François Kahn, c'était une agression d'extrême gauche. Des types qui manifestaient contre les retraites, un groupe d'extrême gauche, c'était très peu d'extrême gauche, C'est pas... ont vu un mec qui avait le nom
de Madame... Alors, vous parlez du petit-neveu de Brigitte Macron à Amiens. Le petit-neveu de Brigitte Macron, l'ont vu, l'ont reconnu, se sont précipités sur lui, lui ont cassé la gueule. Ce qui est vrai, juste qui est vrai. Reconnaissez les deux. Si vous continuez à ne voir... D'abord, les gens vous croient pas. Si, quand on dit ça c'est bien, ça c'est mal... Je précise, Jean-François Kahn. Jean-François Kahn. À ce moment-là, moi j'ai halluciné parce qu'on en savait encore moins qu'aujourd'hui. On savait pas qui c'était les agresseurs. Il y a 93% des actifs qui étaient contre la réforme des retraites. Ça veut dire que dans les manifs retraites, il y a tout. Mais il n'y a pas 93% des actifs qui sont d'extrême gauche. Heureusement qu'il y avait Karim Rissouli qui était là pour fact-checker tout ça en léger différé. Factuellement, il est vrai que, selon les premiers éléments de l'enquête, le groupe qui a agressé le petit-neveu de Brigitte Macron était là pour manifester et qu'il y avait une casserolade, mais on ne sait pas d'où il venait. On ne sait pas. Après, la question... mais ils s'en foutent, ils l'ont fait. Mais on voit bien que là, ce narratif sur les violences d'extrême gauche, il a une fonction. Renvoyer dos à dos les deux extrêmes. Oui, ok, il y a des nazis dans les rues avec des barres de fer, mais quand même, des fois, l'extrême gauche, elle est aussi violente. Les extrêmes se rejoignent, tout ça c'est pareil, tout ça, c'est pas dans l'arc républicain. Et là, on va aller plus loin avec un deuxième exemple, un événement grave qui a beaucoup fait parler, la démission du maire de Saint-Brévin. On vous fait un résumé rapide. Le maire de Saint-Brévin-les-Pins, Yannick Morez, a présenté le 10 mai dernier sa démission et il a également annoncé sa volonté de quitter sa ville. L'élu est en effet ciblé depuis plusieurs mois par l'extrême droite qui lui reproche le déménagement d'un centre de demandeurs d'asile dans sa commune. Ce qu'il dénonçait aussi, c'était l'absence de réaction de l'État. Il a eu très peu de soutien des services de l'État quand on l'a pas carrément envoyé chier. Le sous-préfet nous a tout simplement dit, mais les menaces, mais vous savez, moi j'en ai tous les jours des menaces. Voilà. Le commandant de gendarmerie, vous savez, c'est pas grand-chose, ce sont simplement des menaces, voilà, c'est de l'intimidation, ça ne sert à rien de déposer plainte, de toute façon on ne fera rien, c'est la liberté d'expression. Voilà. On a toujours eu ce leitmotiv de liberté d'expression, aussi bien utilisé par la gendarmerie que par le sous-préfet. Yannick Morez a subi des semaines d'intimidation, des lettres, des insultes, des menaces, des manifestations devant sa mairie. Jusqu'à ce qu'on crame ses deux bagnoles et sa baraque le 22 mars, un incendie qui a été allumé alors qu'il était dans sa maison avec sa femme. L'enquête est toujours en cours, mais évidemment, vu le contexte, tous les regards se tournent vers les groupuscules d'extrême droite, très présents dans les mobilisations anti-CADA. La commune a été le théâtre de plusieurs rassemblements. Fin avril notamment, se tient une manifestation devant l'hôtel de ville pour protester contre le projet. Bon là ils gueulent, on est chez nous, ils étaient même pas chez eux, la plupart ils venaient plutôt d'autour, de Rennes, d'Angers, de Paris même, ou même de plus loin. Et tout ça fait suite à de nombreux discours d'Éric Zemmour incitant ses militants à se mobiliser contre l'accueil des réfugiés, spécifiquement dans les campagnes. Après l'annulation de l'installation d'un centre à Callac en Bretagne, ils sont passés à Saint-Brévin en appelant tous les fachos du coin à converger vers la petite ville de Loire-Atlantique. À partir de février, la situation s'est tendue. Officiellement, Reconquête n'appelait plus à manifester, mais ses militants étaient toujours là, y compris le 29 avril, un mois et demi après l'incendie de la maison du maire. Cette manifestation, elle a été organisée dans le sillage d'Éric Zemmour. Bernard Germain, un candidat de Reconquête aux législatives de 2022, figurait parmi les intervenants de cette manifestation. Vous voyez, Reconquête s'est retiré depuis le mois de février. De votre parti d'être aux côtés de ces gens-là. Reconquête, mais vous posez la question à la NUPES quand ils sont avec la Jeune Garde ou les Black Blocs. Et ça, cet argument de « Ok, nous on est peut-être un peu violents, mais ils sont violents en face », c'est un classique de chez les fachos. Et ça encore, c'est quand ils disent pas carrément Mussolini et Hitler, c'est la faute à la gauche. Oui, donc ça a entraîné c'est d'abord les violences communistes, à la suite de la révolution communiste de 1917, qui a provoqué des réactions violentes. Ce sont l'extrême gauche, ce sont les communistes qui déclenchent toujours les violences. Après, ils s'étonnent. Après, non, il n'y a pas d'extrême droite. Je ne suis pas d'extrême droite, cher monsieur. Je suis de droite. Je suis simplement de la droite. Je respecte les institutions, moi. Je ne fais pas de coup d'État. Je n'utilise pas la violence. Pour moi, il me semble que lui et ses potes, au contraire, ils respectent pas trop les institutions, quand ils créent un climat comme ça de violence contre les élus. Ouais, mais il y a des Black Blocs qui cassent des trucs en manif, donc c'est pareil. D'abord, évidemment, ce qui s'est produit est très choquant et je voudrais assurer le maire de tout mon soutien. La ministre en charge des collectivités territoriales, Dominique Faure, a contacté ce maire. Et ça montre qu'il y a une montée d'extrémisme dans notre pays. Et évidemment, il faut qu'on soit très très vigilant sur ce sujet. L'extrémisme, il vaut des deux côtés. I think there's blame on both sides. Le discours de Véran au Sénat était un peu sur le même ton. Dès qu'on parle des violences d'extrême droite, il semble urgent de les relativiser, en rappelant qu'il y a aussi des violences d'extrême gauche. Cette fois-ci, c'est probablement par l'extrême droite, madame la sénatrice.
Mais madame la sénatrice, je vais vous dire une chose. L'ennemi de la République, c'est l'extrême. C'est la radicalité quand elle s'exprime, qu'elle soit de gauche ou de droite. L'ultra-droite et l'ultra-gauche sont les ennemis que nous combattons et que nous devons combattre. Là où c'est intéressant, c'est qu'il y a en effet un traitement spécifique des violences d'extrême droite de la part du gouvernement. Il n'y a qu'avec les violences d'extrême droite qu'on rappelle qu'il y a aussi des violences de l'autre côté. Imaginez à Sainte-Soline, Darmanin, s'il avait dit « Bon ok, là il y a des éco-terroristes, mais n'oublions pas qu'il y a aussi des néo-nazis dans nos rues, dans la police, dans l'armée. Il faut être vigilant avec tous les extrêmes. » Il a évidemment pas dit ça. Vous voyez bien que renvoyer en permanence dos à dos les extrêmes dès qu'on parle des violences d'extrême droite, ça a des effets. Ça relativise et ça permet de ne pas admettre qu'il y a un problème spécifique sur la montée de l'extrême droite en France. Car dans ce cas, Macron et ses sbires pourraient avoir à admettre qu'ils ont peut-être une part de responsabilité là-dedans. En France, ce sont les chiffres des services de renseignement sur les 10 derniers attentats politiques déjoués. 1 était lié à l'ultra-gauche, 2 au complotisme et 7 à l'ultra-droite. En décembre dernier, à Paris, un attentat raciste a fait 3 morts dans un centre culturel kurde. Mais le gouvernement se refuse toujours à nommer le problème. Donc on ne nomme pas, on ne hiérarchise pas, quelque part l'extrême droite qui tape des gens ou qui crame la maison d'un maire, c'est un petit peu pareil que la CGT qui coupe le courant ou même les insoumis qui font de l'obstruction parlementaire, tout ça c'est pareil. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'extrême gauche et extrême droite représentent un même danger pour la République aujourd'hui? En tout cas, j'ai le sentiment que l'extrême gauche, en sapant les fondements de nos institutions, en ne respectant pas le jeu de nos institutions, et ça c'est quelque chose que je constate chaque jour à l'Assemblée nationale, fait le jeu de l'extrême droite et est un marchepied à l'extrême droite. La République, aujourd'hui, elle est prise en étau entre les extrêmes. Les Black Blocs que l'on voit dans les manifestations, c'est tout aussi dangereux et risqué que cette extrême droite qui aujourd'hui rejaillit comme dans les périodes troublées. Pourtant, il y a peut-être quelque chose de spécifique dans la pression qui est mise sur les élus locaux par l'extrême droite sur tout le territoire. C'est en tout cas ce que laisse entendre une enquête commandée par le Sénat en 2019, une enquête à laquelle 10% des maires de France avaient répondu. Alors que j'ai accueilli des familles soudanaises réfugiées, j'ai reçu un courrier anonyme de menaces et j'ai trouvé un couteau planté dans une jardinière devant la mairie, ou encore incendie de ma maison la nuit du 1er janvier 2013, alors que je me trouvais en Pologne dans le cadre d'un jumelage. Ma maison a été entièrement détruite par un incendie. Le constat fait aussi état de suites judiciaires trop peu fréquentes, peu de plaintes, encore moins de condamnations et un manque de moyens qui sont donnés aux maires, un manque d'accompagnement de l'État pour faire face à ces violences. Le vice-président des maires de France l'assure, il avait déjà tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises. Cela fait des années que nous alertons sur les violences subies par les élus. Cela fait des mois que nous alertons sur les manifestations d'extrême droite contre les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. Donc vous voyez, si on écoute les élus locaux, ils nous disent clairement pas qu'il y a un même niveau de menace des deux côtés. La question de l'accueil des exilés revient souvent depuis quelques années. Marine Le Pen, Éric Zemmour et tous ceux qui ont installé un discours autour du grand remplacement et de la submersion migratoire ont vraiment créé un climat électrique, délétère, dangereux pour les élus et peut-être même pour les institutions. Si l'arc républicain s'arrête quelque part, c'est sans doute juste avant le RN dont les députés ont refusé de se lever en soutien au maire de Saint-Brévin, un maire qui, on va le formuler autrement, a été littéralement victime d'un attentat. Seuls les députés Rassemblement National sont restés assis. Des événements de cette nature nous interpellent. Pas debout le RN. Vous ne levez pas là-bas. Vous faites quoi là? Et alors? La chef du parti a pourtant jugé les agressions à l'égard des élus inadmissibles. Bon, un petit tweet, ça coûte rien, il le faut de toute façon pour la stratégie de dédiabolisation, mais ce qui est intéressant, c'est les réactions spontanées en fait qu'ils ont eues quand le truc était pas prévu. Il y en a qui se sont pas levés, il y en a qui se sont levés, ils ont été tirés par la manche par leurs potes. Dans le moment, quand ils réfléchissent pas, ils se disent bah non, on va pas soutenir les migrants. Il faut dire que le RN, comme Reconquête, doivent composer avec leurs militants et leurs sympathisants les plus radicalisés. Ils peuvent pas aller trop loin dans le soutien public, mais ils peuvent pas non plus les lâcher totalement. Ce qui donne parfois des situations assez gênantes, comme ici avec Stanislas Rigaud, un jeune cadre de Reconquête, sur le plateau de BFM TV. Il fait face à Perrine Storm qui a bossé son dossier et qui ne le lâche pas. Pour clore ce sujet, vous avez pas de lien avec l'ultra-droite? Moi? Oui. Ah non. Non? Aucun. Aucun lien? Aucun lien, d'accord. La famille Gallican, poignée de militants qui étaient surpris en train de tirer en forêt sur des caricatures racistes dans une vidéo publiée par Street Press, dont plusieurs membres
étaient membres de Génération Z. Ensuite, on a eu les vilains fachos qui ont été visés par une enquête pour menace de mort et provocation à la haine, qui ont affirmé avoir été présents à l'inauguration du siège de campagne d'Éric Zemmour, qu'ils assurent vous connaître. Ensuite, on a eu lors du meeting de Villepinte les Zouaves, qui se sont illustrés avec les violences. Éric Zemmour qui a dit ne pas vouloir calmer les ardeurs de ces individus, pourtant issus de l'ultra-droite. Je peux répondre? Non, parce que voilà, autant je me fais couper tout le temps assez ce soir, autant ici c'est moi le patron, c'est moi qui décide. Oui, et puis de toute façon ici on est la gauche, on n'est pas tolérant, on n'a pas envie de débattre. Bah non, surtout pas dans les trains d'ailleurs. Reprenons la comparaison entre les deux événements qui se sont télescopés et qui sont renvoyés dos à dos, l'agression du chocolatier Trogneux et l'incendie de la maison du maire de Saint-Brévin-les-Pins. D'un côté, on a une petite bagarre assez confuse, ni planifiée ni revendiquée par personne politiquement, et qui n'aura que peu d'effets politiques. De l'autre, on a au contraire un fait très politique qui s'inscrit dans une stratégie de terreur plus large, motivée par le racisme. C'est la République qui recule face à des intimidations et une violence très pensée, une violence décomplexée, une violence encouragée. Tout était déjà sous nos yeux lors du meeting de Villepinte d'Éric Zemmour. Déjà, on pouvait voir des saluts nazis, y reconnaître les Zouaves, un groupuscule néo-nazi parisien, et même les voir en action quand SOS Racisme a essayé d'y déployer un message qui disait juste non au racisme. Souvenez-vous, à ce moment-là, donc, Éric Zemmour a dit ne pas vouloir calmer les ardeurs de ces individus. Ceux-là, ceux que vous voyez. Ce genre d'individus passe déjà à l'action dans nos villes. Ils tentent de débloquer la fac à coups de poing, pourchassent les lycéens dans la rue, s'attaquent aux migrants, aux manifs, aux personnes identifiées comme LGBTI, non blanches ou juste de gauche. Ils sont très équipés et finissent souvent par se replier derrière un cordon de police, une police qui, la plupart du temps, les laisse filer. C'est pour lutter contre ces agressions que la Jeune Garde ou bien d'autres groupes antifascistes plus ou moins informels partout sur le territoire essaient de s'organiser. On appelle ça l'autodéfense populaire. Ce sont des militants qui prennent des risques, encourent parfois des poursuites, et le font précisément parce que la police et les politiques ne font rien, ou presque. Leur niveau de violence n'étant rien comparable à celui des milices d'extrême droite, l'antifascisme ne tue pas, le fascisme en revanche. Je rappelle juste en termes de violence politique, l'extrême droite c'est 50 morts, l'extrême gauche c'est 5. Sur quel pays? Sur la France. Sur la France. La France, les 50 morts liés à l'extrême droite. 50 morts liés à l'extrême droite, 5 liés à l'extrême gauche, principalement, c'est Action Directe. On n'a pas du tout affaire à la même violence politique. Je rappelle quand même qu'hier, avec la démission quand même du maire de Saint-Brévin qui annonce qu'il quitte la ville, on a un président de la République qui fait un tweet sans nommer les attaques. On a un gouvernement qui renvoie dos à dos les extrémismes, sous-entendu d'extrême gauche et d'extrême droite. Donc la menace, elle n'est pas nommée, et donc en fait, à partir du moment où déjà on ne nomme pas cette menace, on ne nomme pas d'où viennent les attaques, on ne nomme pas le problème, on ne peut pas y remédier. Et encore moins mettre un budget aussi conséquent à l'identification, la compréhension et la prévention par rapport à ces mouvements. En refusant de nommer et de traiter ce problème spécifique de la violence d'extrême droite, on a rendu le pays vulnérable à ces groupes. Leur violence marche. Le centre d'accueil de Callac a été abandonné, et le maire de Saint-Brévin vient de jeter l'éponge à son tour. Ces groupuscules, ils ont fait annuler des concerts, des lectures, ça marche. C'est une stratégie qui fonctionne, et sans politique spécifique, elle continuera de fonctionner. Les élus auront peur, les lycéens auront peur, les syndicalistes, les militants, les féministes, les étudiants auront peur, devront être plus prudents, être plus discrets, être moins remuants. Peut-être que ça arrange Macron, mais je n'ose imaginer que cet aveuglement au plus haut sommet de l'État soit en fait un calcul cynique. Voilà, et voilà qui conclut cet arc consacré à C'est ce soir. C'était une belle aventure. À lundi, dans 2 semaines. Ouais, Karim. Ouais, parce que je tape. Ouais. Non, oui, non, mais. Non, oui, ça fait 3 fois. Bah oui, c'est par rapport au festival de Cannes. Je me dis. D'accord, ok. Je rappelle plus. Oui, très bien. Non, mais il a raccroché. Bah, ouais. Bah oui. Mais je sens que le contact passe vachement bien, quoi. Ouais.